Salut, c'est Yannick. Et Vincent? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de petits jeux. Petits jeux, on entend par petits jeux, pas des gros jeux, forcément. Ça va être des petits jeux qu'on peut sortir tranquillement dans une soirée entre deux gros jeux, ou sinon on n'a pas envie de jouer à des gros jeux, des petits jeux qui vont durer une trentaine de minutes, qui sont faciles à jouer, les règles faciles à apprendre et avec lesquels on a toujours beaucoup de plaisir. Donc, on commence avec ça. À tout de suite. Ok, alors Vincent, c'est quoi ton premier petit jeu à toi? Mon premier petit jeu, en fait, c'est un classique. Oui, j'appelle ça un petit jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon premier jeu, c'est Seven Wonders, qui est un classique depuis bien des années. Sans passant, Seven Wonders, c'est la réédition. Parce que le jeu, ça fait quand même plusieurs années qu'il Ouais. existe, là, depuis 2010. J'ai pas la date en tête là, Il mais me semble que c'est ça fait longtemps. 2010, puis ils l'ont réédité. Bref, Seven Wonders, c'est un jeu qui est quand même très rapide à faire entre amis. En fait, là, c'est un draft de cartes. En fait, le but, c'est de monter son empire, d'avoir des ressources, de construire des bâtiments. Il y a plusieurs types de bâtiments, que ce soit économiques, des bâtiments pour faire des points de victoire directe, des bâtiments scientifiques, des bâtiments militaires. Et tout ça se monte via les ressources. Donc, si tu n'es pas capable d'avoir tes propres ressources, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que tu as le droit de les emprunter à tes voisins monnayant certaines pièces de monnaie. Donc, il faut faire attention, pas trop s'approuvir, de bien gérer ses ressources et de bien choisir ses cartes. Parce qu'à la base, le pourquoi je présente ce jeu-là, oui, sur la boîte, c'est marqué une trentaine de minutes. En fait, quand tu maîtrises bien le jeu, effectivement, c'est 30 minutes. Parce qu'au début, on a toute une main de cartes et tous les joueurs font en simultané, choisissent une carte et ensuite passent le paquet à son voisin. OK? Ouais. Donc Un après système ça, de draft. ouais, un système de draft. Donc, lorsque la carte est choisie, tout le monde la révèle et on va mettre la carte dans notre tableau où elle doit être, soit au niveau des ressources, soit aligner les bâtiments militaires ensemble, scientifiques ensemble, économiques ensemble. Et le but, c'est de s'étaler un petit peu partout pour faire un maximum de points. Parce que moi, je me suis rendu compte à travers mes différentes parties qu'on a jouées, puis j'ai joué la semaine passée, que si on s'étale juste à une place, c'est très, très, très difficile de gagner les parties. Et au début, les gens, ils savent pas trop quoi jouer. Mais au final, je pense que quand on arrive au décompte des points, là, c'est là que les gens ils comprennent l'importance de faire un petit peu de points dans tous les domaines, que ce soit militaire, scientifique et économique. Bref, un beau petit jeu. Il y a plusieurs extensions à ce jeu-là. Mais bref, juste le jeu de base en soi, très très belle rejouabilité, vraiment très agréable, puis très facile à sortir, puis très très simple aussi en même temps là, quand on. C'est ça. Puis il y a beaucoup d'extensions qui ont sorti sur Seven Wonders là. Ça rajoute vraiment beaucoup, comme tu disais. Déjà, il y a de la rejouabilité sur le jeu de base, mais avec les extensions, là, ça complexifie un petit peu le jeu. Puis ça donne de la profondeur au jeu. Donc j'en ai une ou deux là, je pense ici. Tiens, on va les sortir. Ouais. On va en profiter. Je pense que tu as Leader et City. Fait que dans le fond, Oui. Leader, ça rajoute qu'on peut drafter des leaders. Chaque leader apporte une mécanique différente, dans le fond, dans ton empire, qui permettent en fait d'orienter où ton empire va aller. Puis on a Yannick qui a l'extension City qui rajoute des villes avec des effets là, qui sont quand même très forts. Moi, je pense que mon extension préférée, ça reste toujours le Armada. Armada, c'est le fun parce qu'on rajoute en plus des batailles terrestres, on rajoute du commerce au niveau naval ainsi que des batailles navales. Là, tu peux commercer avec tout le monde moyennant des coûts et tu as des batailles navales avec tout le monde. C'est ce qui rend le jeu encore plus intéressant. C'est sûr que moi, je suis monsieur extension. J'aime ça quand il y a plusieurs extensions. Toi, je pense aussi, Yannick, t'aimes beaucoup les extensions aussi. Mais bref, tout ça pour dire que Seven Wonders, un beau petit jeu. Un beau petit jeu qui est très, très, très agréable, puis c'est pas tant cher non plus comme jeu. Donc, on vous invite à aller le voir, prendre des infos, et si jamais ça vous intéresse, très agréable pour commencer les soirées. Un grand classique à avoir dans sa ludothèque. Et toi, Yannick, tu nous présentes quoi comme premier jeu? Alors, j'en ai sélectionné plusieurs. C'est pas forcément des jeux qui sont récents. Il y en a des plus récents, mais il y a un jeu que j'aime beaucoup. On a joué vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ma conjointe, et c'est Fort. Ouais. Fort. Là. Vous voyez le.
Le design, là, ça ressemble à un jeu que vous connaissez peut-être. C'est le même designer, en fait, qui a fait un jeu très populaire, Root. Oui. Oui, c'est Kyle Ferrin, en fait, ou Ferrin, je ne sais pas trop, je ne veux pas écorcher son nom, mais c'est lui qui a fait l'illustration aussi. Donc, dans Fort, en fait, c'est un jeu de 2020. C'est un jeu de deck building. Un petit peu, pas comme Seven Wonders, qui est deck building, engine building. Là, c'est vraiment un deck building. On va incarner en fait un enfant, un môme, et le but c'est de jouer avec nos amis. Donc quand on est un enfant et qu'on joue avec nos amis, on aime bien avoir des jouets, on aime bien manger de la pizza. Donc le but ça va être ça, récolter les ressources, les jouets et les pizzas pour pouvoir attirer des amis avec nous et puis pouvoir les jouer avec nous dans notre jardin. L'inconvénient, c'est que quand on a des amis, on joue avec certains, mais il y en a d'autres avec lesquels on ne va pas jouer, puis on va les mettre, les exposer dans notre jardin, et puis les adversaires, c'est là qu'ils vont pouvoir venir chercher nos amis pour pouvoir, eux, les ajouter à leur joyeuse bande, et puis pouvoir faire des points contre nous. Donc le but, comme le nom du jeu l'indique, c'est de construire un fort. Donc le fort, ça permet de... En fait, ça permet... Non, le but, c'est d'arriver à 25 points. Donc le premier qui arrive à faire son fort au complet, donc qui arrive à 25 points, à gagner la partie. Ou alors, si jamais, en accumulant des points au fur et à mesure de la partie, on arrive au-dessus de 25 points, eh bien la fin de partie est enclenchée. Donc c'est un jeu où on peut se faire des petites crasses là, l'un et l'autre. On a toujours espoir de piocher la bonne carte pour aller recruter des amis qui vont nous permettre de faire des beaux combos avec nos cartes et puis d'amasser le maximum de ressources pour pouvoir jouer des cartes pour construire notre fort. Un jeu que j'aime beaucoup, on le ressort de temps en temps et moi j'adore le design de Root. Hein. On en a parlé dans une vidéo précédente, là, le design que tu aimais, tu avais un doute mais sur le design. Au final, il était quand même super bien. Puis ce que j'ai aimé quand tu m'as présenté Fort, c'est au début, on n'est pas. Au début, tu sais pas trop quelle carte que tu veux mettre parce que ton jeu n'est pas nécessairement orienté. Fait que là, tu te dis, bon, ben, tu sais, si tu mets cette carte-là en jeu, il va falloir que tu te débarrasses des autres. Je vais les donner à mon adversaire. Oui. Ah, je suis pas trop sûr. Mais finalement, au fur et à mesure du jeu, c'est de plus en plus orienté. Fait que on sait exactement ce qu'on a à apprendre, vu que notre jeu, on commence dans l'entonnoir, ça se réduit, puis là, on sait exactement où on va pour choisir nos cartes. Fait que là, quand tu arrives, ton adversaire te dit « Ah, je vais-tu prendre cette carte-là pour y mettre des bâtons des roues, ou je vais prendre cette carte-là pour m'avancer. » Des fois, c'est tout le temps le petit est-ce que je l'empêche, est-ce que je me fais progresser, mais ça va au fur et à mesure que ça avance, on sait clairement où c'est qu'on s'en va là, pour quelle carte qu'on va choisir. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, puisqu'il se joue aussi bien à 2 qu'à 4. Là. Il n'y a pas de... il est meilleur à 2, il est meilleur à 4. Là, aussi bien à 2 que 4 joueurs, ça se joue très bien. Puis ça ne retire rien de l'intérêt si on est 2 ou 4 joueurs. J'ai bien aimé les petits plateaux de joueurs. Ils sont oui, super beaux. C'est très beau. Le jeu n'est pas, il est pas tant dispendieux. Puis j'ai bien aimé les plateaux de joueurs. Les cartes, il y en a qui vont aimer, d'autres qui n'aimeront pas du tout le graphisme. Je pense que c'est propre à chacun. Moi, il y a des cartes que j'ai trouvées très belles, comme il y en a d'autres que j'ai trouvées, mettons, so-so. On va dire ça comme ça, mais dans l'ensemble, il est quand même bien graphiquement, le jeu. OK. Ton deuxième jeu, deuxième petit jeu, Vincent, toi? En fait, mon deuxième jeu, c'est un jeu qui est sorti en 2017. Ça a été très, très, très populaire quand ça a sorti. C'est Magic Maze. En fait, Magic Maze, on représente en fait des personnages qui sont dans un centre d'achat à la recherche de leurs armes. Et pourquoi le maze? Parce qu'on se ramasse dans un centre d'achat qui, au fur et à mesure, on débloque les couloirs qui fait une espèce de labyrinthe. Et dans le jeu, on interprète un elfe, un magicien, un guerrier et un nain. Et ces personnages-là, il n'y a pas de tour de jeu, en fait. C'est que chaque joueur a une plaquette de mouvement. Exemple, moi, je vais avoir la plaquette pour faire avancer vers le nord les personnages. J'en ai un autre faut qu'il fasse déplacer les personnages vers la gauche, un autre vers la droite. Et il y en a qui ont des plaquettes avec des doubles fonctions. Exemple,
avancer et débloquer des tuiles pour faire avancer mes personnages. Exemple, reculer pour ensuite je peux utiliser des portails. Donc le but du jeu, c'est un jeu qui est en temps réel. Donc on est un petit peu à la course avec le temps parce que le sablier est d'une durée de 3 minutes. Mais le monde va dire ah ouais, mais là c'est bien trop rapide, 3 minutes. Oui, mais oui, il y a des rajouts de temps à un moment donné parce que quand que tu commences à manquer de temps, tu peux aller sur une case qui est un sablier. À ce moment-là, tu peux retourner le sablier et ça te redonne du temps. Le seul problème, c'est que quand on bouge les personnages, on n'a pas le droit de parler. Fait qu'on a une espèce de gros méga pion rouge qui fait en sorte que, si exemple, je vois que Yannick a un mouvement vers la gauche, puis que je vois qu'il y a un personnage qui peut le déplacer vers la gauche, puis il le fait pas, ben je pogne mon merveilleux bonhomme rouge, puis là je cogne sa table, toc 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 toc, pour lui dire voyons Yannick, let's go, t'as quelque chose à faire avec ton personnage. Il y a comme une espèce de tension qui s'installe, puis ce qui est drôle, c'est que quand on cogne le pion, et que la personne ne comprend vraiment pas, autant qu'il y en a que ça peut fâcher, moi autant que je trouve ça drôle. Dans le fond, le but du jeu, c'est d'envoyer nos personnages. Comme je dis, il n'y a pas de tour de jeu, ça va avec les plaquettes de déplacement. On envoie nos personnages vers leurs armes de prédilection. Lorsque chaque personnage a trouvé son arme de prédilection, ils doivent se dépêcher pour retourner vers chacune de leurs sorties. Ils ont chacune une sortie spécifique agencée à leur couleur, pareil comme une arme de leur couleur à la couleur de leur pion. Fait que dans le livre de règles, on a des missions, puis plus que les missions avancent, plus que le labyrinthe se complexifie, de plus en plus le labyrinthe est plus grand. Il peut y avoir différents pouvoirs aussi, différentes mécaniques qui embarquent au fur et à mesure des missions. Un jeu quand même très tendu, mais somme toute très plaisant. Nous, quand j'ai joué, on a joué à son maximum qui était 8. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est mêlant? Oui. Fait qu'au début, la première partie, on permet aux gens de parler pour justement être capable de s'orienter, se faire un plan de match. Puis quand on a fait une première game, on retourne au premier scénario. C'est juste que cette fois-là, on le fait sans parler. Là, ce qui est drôle, c'est vraiment la réaction des gens quand on est pressé dans le temps. Tu vois qu'il y en a qui sont vraiment plus pressés que d'autres. Mais ça reste un jeu qui est très agréable, très d'ambiance. Puis un jeu très rapide à sortir, puis c'est pas très compliqué non plus à comprendre. Là. Fait que Magic Mage, je vous invite à aller regarder des vidéos pour vous en dire davantage, mais un excellent jeu d'ambiance pour un groupe d'amis. C'est un jeu que je connais pas, tu m'en as parlé, je n'avais même jamais entendu parler en fait. Ben, moi non plus, en fait. Vaguement, mais ça me fait penser un petit peu la découverte des tuiles à Piège obscur, je pense. Ou, je le connais pas, Piège obscur. Ou Subterra, évidemment, où tu dévoiles ton parcours au fur et à mesure, puis les pièges se dévoilent au fur et à mesure. Là, je pense pas qu'il y ait une question de piège, forcément. Là, non, il n'y a pas de piège, mais en fait, le facteur stressant du jeu d'ambiance, c'est vraiment que chacun a son propre mouvement à faire. Tu sais, si, exemple, je bouge vers l'avant, ben, il y a juste moi qui peux bouger les bonhommes, exemple, vers l'avant, qui indique vers le nord. Fait que les autres, ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont toute une plaquette de mouvements différents. Puis ce qui ajoute un stress, c'est le fait que le sablier, il passe son temps à couler. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'arrêter vers un sablier pour te permettre de le retourner. Puis là, à ce moment-là, lorsque le sablier est retourné, là, tu peux te permettre de discuter. Le sablier continue toujours de s'écouler. Mais après ça, à partir du moment que tu as touché un pion, tu n'as plus le droit de parler. Et là, tu continues à avancer tes pions. Fait que c'est vraiment une course contre la montre. Je sais pas, Subterra, j'ai pas joué. Je sais que c'est une exploration de tuiles avec des pièges, mais je pense pas que dans Subterra, il y a cette notion-là là, de temps pressant. Là. Non. Il y a pas de... Ben, oui et non, parce que tu as un deck de cartes. Quand ton deck de cartes est terminé, la partie est terminée. Mais il n'y a pas beaucoup moins, j'ai l'impression, que dans ce jeu-là. Oui, effectivement. Puis toi, Yannick, pour ton deuxième jeu, tu nous présentes? Alors, moi, c'est un jeu un petit peu plus récent que celui que j'ai présenté avant, et il s'agit de Knarr. Donc, Knarr, c'est un jeu de 2023 aux éditions Bombix. Un jeu de 2 à 4 joueurs, oui, un petit jeu 10 ans et plus, 30 minutes. Un jeu très facile à apprendre. On incarne un viking, en fait. Un viking qui va devoir recruter une équipe de vikings pour pouvoir partir à la conquête de territoire et puis faire du commerce, en fait. C'est comme ça qu'on va faire des points. Donc chaque viking a une couleur spécifique et quand on accumule des vikings d'une même couleur, ben, on récupère des artefacts, en fait,
qui sont des casques et des bracelets. Les casques vont nous permettre de pouvoir recruter des vikings supplémentaires ou d'autres vikings par rapport au... excusez, il y a le chat qui, qui fait des siennes. Donc, on va pouvoir recruter des vikings différents de ce que le jeu doit nous imposer, parce que quand on recrute par exemple un viking de la couleur jaune, on va devoir aller rechercher notre prochain viking dans la pioche sur la couleur jaune en fait. Donc il ne sera pas forcément un viking de couleur jaune. Si c'est un viking rouge qui se trouve à cet endroit-là, on va devoir recruter un rouge. Donc avec le système de casse, ça va nous permettre de prendre un joker, puis d'aller recruter un viking sur une autre couleur, ce qui peut nous avantager si on a déjà des vikings d'une certaine couleur dans notre jeu. Et puis le système de bracelet qui va nous permettre de faire du commerce et qui va nous permettre d'accumuler des points de victoire ou éventuellement aussi des points de renommée. Les points de renommée, ça nous permet à chaque tour de marquer un certain nombre de points de manière récurrente. Si j'ai dépassé mes points de renommée, si j'ai dépassé le 3 par exemple, donc à chaque tour je vais marquer 3 points. Et de mémoire, je crois que c'est le premier qui arrive à 40 points qui gagne la partie. C'est un jeu vraiment facile à apprendre, puis ça joue tout seul. C'est vraiment très rapide. 2 à 4 joueurs, c'est aussi bien à 2 qu'à 4 joueurs. C'est toujours un petit peu plus long quand il y a plus de joueurs, mais ça joue vraiment très bien. J'y ai pas joué encore. J'aimerais éventuellement y jouer. Je l'ai juste vu pendant une de nos soirées jeux. Là, je l'avais vu sur la table. Là, juste le graphisme, j'aime beaucoup la thématique, là, tout ce qui est viking puis tout ça. Ça m'a intrigué. Donc éventuellement, ça va être à essayer pour moi. Avec plaisir. Tu viens quand tu veux. Ok, Vincent, ton troisième jeu. Ouais, mon troisième jeu, en fait, j'ai décidé de le changer un petit peu à la dernière minute. Et le jeu que je vais vous présenter, c'est The Crew. Pas la première édition. The Crew, ils ont fait la deuxième version dans les fonds marins ou océans. En fait, The Crew, c'est un jeu de levée de cartes en coopératif où on a chacun une mission à faire. Et ces missions-là, on doit les utiliser, on doit les faire dans un certain ordre pour être capable que tout le monde soit capable de réussir leur mission. Donc, on n'a pas le droit. Il y a une façon de communiquer, c'est dans le jeu pour être capable de savoir, pour savoir ce que moi j'ai dans mon jeu, ce que l'autre a dans son jeu, mais on ne veut pas le faire en parlant. Il y a un jeton de communication qui te permet de le placer à une certaine place pour te donner des indications dans ton jeu, à savoir pour donner aux autres ce que tu as ou ce que tu n'as pas. C'est bon? Donc, dans ce jeu-là, moi, j'ai jamais joué à la première édition. À ce qui paraît, elle était très bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'édition, celle-là, dans les fonds marins océans, je pense qu'elle est encore meilleure que la première, selon les dires de plusieurs. Quand moi, j'ai regardé le jeu, il y a vraiment beaucoup de cartes d'objectifs, en fait, à réaliser. Là, c'est quand même assez hallucinant. Ils sont vraiment toutes différentes. C'est pas nécessairement évident à faire. Je me suis planté le nez une couple de fois. C'était pas super. Il y a des missions qu'on réussit, qu'on est obligé de recommencer plusieurs fois avant de les réussir. Non, c'est ça. Puis je sais pas si toi, tu as joué, Yannick, à The Crew. J'ai la première édition, pardon. J'ai pas la deuxième, j'ai la première édition. Si c'est comme dans la deuxième, là, vous avez un livre de règles avec les missions là, de 1 à 50 qui s'en va par gradation de difficulté. Puis plus que ça monte, plus qu'il y a de missions à faire, plus que c'est compliqué. Oui, la première mission, peut-être que tu vas te dire ah, c'est super facile, pas de problème, mais la difficulté va monter quand même assez vite. Des fois, ça ne joue pas de grand-chose entre tu réussis, puis là, je me suis planté bien comme il faut. Là. Mais bref, un beau petit jeu coopératif, quand même simple à expliquer, facile à prendre en main, mais quand même, l'émission, c'est pas toujours évident à faire, mais c'est un jeu que je vous conseille, puis un beau petit jeu coop à essayer avec votre famille ou des amis. Fait que The Crew. Ouais, puis ça n'a pas de fin ce jeu-là. On peut enchaîner les missions l'une après l'autre. Une mission, c'est quand même assez rapide à faire. Quelquefois, ça prend quelques tours de cartes, puis on gagne ou on perd. Et puis, on peut la recommencer tout de suite. On peut faire... on peut jouer... c'est un jeu très rapide, mais qui peut durer longtemps finalement si on décide de s'éterniser sur les missions et puis
pouvoir réussir certaines missions qui sont plus difficiles. Tu l'as-tu essayé la deuxième? Tu l'as Non, pas essayé du tout? j'ai pas essayé du tout la deuxième. J'ai été très tenté d'y jouer, de l'acheter en fait, parce que c'est quand même des jeux qui coûtent vraiment pas très cher. Non. Mais on s'est toujours contenté de la première version, et puis on a toujours eu beaucoup de plaisir avec la première version. Donc non, mais oui, à essayer. Je crois que c'est monde sous-marin, là. En tout cas, ça se passe sous l'eau. Oui. Ouais, Ouais. Et peut-être dans une prochaine vidéo, des fois à comparer, des fois une première version à une deuxième édition, voir les différences, que des fois on est tenté par la deuxième édition. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Peut-être dans une prochaine vidéo, on fera des comparatifs à ce niveau-là. Oui. Donc, toi, Yannick, pour ton prochain jeu, tu présentais? Alors, je vais vous parler d'un jeu qui est un petit peu moins récent. C'est Oriflamme. Alors, Oriflamme, c'est un jeu de cartes. Je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent le jeu Love Letter, c'est un petit peu sur le même principe. En fait. Chaque personne a un mini deck de cartes et tout le monde a les mêmes cartes. Et puis, avec ces cartes-là, on va devoir les placer de façon linéaire, chacun de notre tour, sur la table, ou devant la carte, la première carte, ou à la fin de la ligne de carte. Et puis cette carte va avoir un effet. Ça peut être, par exemple, vous éliminez le premier ou le dernier de la file. Ça peut être la carte que vous jouez. Donc il y a une phase où on va poser nos cartes et une deuxième phase où on va choisir de révéler ou non la carte qu'on a posée. Donc la première carte qui va être révélée, c'est la première couleur qui a été posée. Et cette personne choisit de révéler la carte ou pas. S'il révèle la carte, il applique son effet. S'il ne révèle pas la carte, il va mettre un jeton qui correspond à un point sur la carte. Et à chaque tour, la personne peut décider de ne pas révéler la carte et de mettre un point à chaque fois. Si à un moment donné, elle décide pendant un tour de révéler la carte, elle va récupérer les points qu'elle a sur cette carte. Pas l'avantage, mais la chose qui se passe aussi, c'est qu'au début du tour, on va défausser 3 cartes au hasard de notre pile de cartes et elles ne seront pas utilisées pour la manche. Donc on peut se retrouver un petit peu avec une asymétrie dans chacun des decks, ce qui fait qu'on ne va jamais savoir quelle personne a quelle carte dans son jeu. Et ça met un petit peu de tension en fait pour savoir si est-ce que cette personne-là, mettons un soldat qui va pouvoir me permettre, le soldat il permet d'éliminer la carte qui est ou à gauche ou à droite de sa carte. Est-ce qu'il va pouvoir placer un soldat ou alors est-ce qu'il va pouvoir placer une embuscade qui va faire en sorte que il va ramasser des points un petit peu plus facilement. En tout cas, chaque carte a sa fonction. Et étant donné qu'on ne sait pas quelles cartes ont été défaussées de chaque pile de cartes pour chaque personne, ça met un petit peu de tension dans le jeu. Donc c'est un jeu qui est quand même très rapide à jouer. Un petit peu comme je le disais au début sur le principe de Love Letter, qui est quand même aussi un classique dans les petits jeux de cartes rapides. J'aurais pu le mettre à la place de Oriflamme. Mais en fait, c'est un jeu auquel on a rejoué récemment en famille et puis on a bien aimé jouer à ce jeu-là. On a fait plusieurs parties et puis c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans mes jeux, dans mes petits jeux rapides. De mon côté, le dernier jeu que je vous présente, c'est le jeu Complot. Donc, Complot, c'est un jeu de personnages cachés où le but du jeu, c'est d'éliminer tout le monde alentour de la table et de rester le dernier survivant. Bref, un jeu où tu te fais pas d'amis. Donc, on a 2 personnages. En fait, chaque joueur a 2 personnages. C'est un jeu qui se joue pour jusqu'à 8 joueurs. Donc, tu as 2 personnages. Dans les personnages, là, tu peux avoir la duchesse, le capitaine, tu peux avoir l'assassin. Bref, tu as plusieurs personnages. C'est-tu Love Letter, ça? Non, c'est pas Love Letter, mais ça y ressemble, par exemple. Mais bref, les personnages ont toutes une fonction X. Et en fait, quand c'est ton tour de jeu, tu as des actions que tu peux faire, exemple, d'aller chercher une pièce. Okay? Ensuite, tu as une deuxième action qui s'appelle l'aide étrangère. L'aide étrangère te permet d'aller chercher 2 pièces. Mais ça se peut que tu aies un merveilleux capitaine qui t'empêche de prendre tes 2 pièces-là.
À ce moment-là, si tu décides de ne pas les prendre parce que tu penses que l'autre a le capitaine en jeu, tu vas laisser tes 2 pièces-là et tu repars bredouille. C'est bon? Et la troisième action que tu peux faire, c'est prendre une des capacités des personnages qui sont en jeu et d'utiliser leur capacité. Donc, exemple, je suis l'assassin et je suis le capitaine. Je ne suis pas obligé d'utiliser les capacités de mes personnages. Je peux mentir sur un personnage que je n'ai pas et utiliser son pouvoir et réaliser son action, à moins que quelqu'un me mette en doute. C'est bon? Donc, c'est exemple, je dis, je suis un personnage que je connais. Exemple, je suis la duchesse. La duchesse me permet d'aller choisir 3 pièces au centre. OK? Là, ça se peut, tu dis, mais non, c'est sûr que t'es pas la duchesse. Fait que là, tu dis, non, Vincent, t'es pas la duchesse. À ce moment-là, si jamais j'étais la duchesse, je révèle mon personnage et j'ai un personnage de mort. Mais si jamais. Excusez, je me suis trompé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour la duchesse, c'est exemple, Yannick me met en doute sur le fait que j'ai la duchesse et qu'au final, j'avais vraiment la duchesse. Je vais révéler la duchesse et à ce moment-là, je vais remettre ma carte au centre parce qu'au centre, il y a des personnages qui sont là que je peux aller reprendre face cachée pour mélanger. OK? Pour mélanger. Donc, je vais remettre la duchesse au centre et me reprendre un nouveau personnage. C'est bon? Et comme Yannick m'a mis en doute et que j'avais raison, j'ai dit la vérité, ben Yannick perd un personnage. C'est bon? Donc là, le but, c'est de savoir qui ment pas, essayer d'éliminer tous les personnages. Si jamais, exemple, tu avais raison, ça élimine le personnage de l'autre. Si jamais tu avais tort, ça élimine tes personnages. Il y a des assassins qui te permettent de t'éliminer. Si jamais, exemple, tu es rendu à un nombre qui est 7 pièces, lorsque tu as 7 pièces, tu peux prendre tes 7 pièces et tuer un personnage de ton choix. Personne ne peut t'en empêcher quand tu es rendu à 7 pièces. Fait que quand tu es rendu proche de cette pièce, ça se peut que tu te fasses voler des pièces. Ça se peut que tu te fasses mettre en doute. Ça se peut que tu sois obligé de changer tes personnages qui mélangent le jeu. Parce qu'à la base, dépendamment du nombre de joueurs, il va y avoir 3 à 4 exemplaires de chaque carte. Mais on va en distribuer de deux personnages. 2 personnages à tous les joueurs. Et le reste, on va les mettre ensemble, face cachée au centre de la table qu'on appelle la cour. Donc, quand exemple, tu t'es fait mettre en doute, mais que tu avais quand même raison d'être la duchesse, comme l'exemple que je t'ai donné, ben comme j'étais la duchesse, j'avais raison, tu perds un personnage et moi, je vais me défausser de mon personnage, d'en reprendre un à la cour et remélanger la cour pour mêler tous les joueurs. Moi, je pense que qu'est-ce qui m'a dérangé le plus dans ce jeu-là, c'est quand j'ai joué avec ma femme, parce qu'au final, elle a gagné tout le temps. Puis depuis ce temps-là, je suis plus sûr que j'étais en confiance. C'est vraiment une très bonne menteuse en espérant que ce soit dans le jeu. Juste dans le jeu. Mais vraiment, c'est un très beau jeu de take that dans ta face, puis de mensonges, puis de. Mais c'est quand même très rigolo parce qu'au final, on pense qu'on a raison, mais finalement, on l'a pas pantoute. Et moi, ben, je suis vraiment pourri à ce jeu-là, mais j'adore ça, rejouer à chaque fois, puis on a joué il y a 2-3 semaines, là, puis c'est tout le temps un jeu que j'ai du plaisir à ressortir. Puis oui, il y a le complot 1, mais il y a aussi le 2 qui rajoute des personnages différents. C'est un jeu à part entière, mais que tu peux mélanger avec le 1. Et il y a même une extension qui existe qu'on appelle Barthélemy qui te permet de jouer en équipe également. Et il y a aussi récemment, ils ont sorti une version, ben je dis récemment, il y a 1 ou 2 ans, ils ont sorti une édition deluxe. En fait, ça ne rajoute pas nécessairement grand-chose, c'est juste qu'au lieu d'avoir des pièces de plastique, c'est des pièces de métal dans une boîte plus esthétique. Là. Mais non, allez regarder ça si vous voulez plus d'informations. Là. Complot, un très beau jeu de menterie où on se fait pas bien d'amis, mais que j'aime quand même. Super. Pour ma part, le dernier jeu que je voulais présenter, en fait, c'est un jeu relativement récent dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. C'est un jeu qui se joue uniquement à 2 et c'est le jeu SkyTeam. Oui. Alors SkyTeam, est-ce que ça vaut la peine de le présenter? Parce que c'est quand même, il y a eu un énorme buzz sur ce jeu-là. C'est très plaisant. Donc
uniquement à 2 joueurs. On est le pilote et le copilote d'un avion et notre but, ben, c'est d'aller faire atterrir l'avion. Donc ça se joue par scénario. Le premier scénario, c'est le scénario de Montréal, donc scénario de base où c'est quand même assez très facile de faire atterrir son avion. Au fur et à mesure des missions, si on veut complexifier son jeu, il y a le vent qui va venir intervenir, il y a des pannes d'essence qui vont venir intervenir au fur et à mesure des scénarios quand ça va avancer. Et puis aussi, on va devoir contourner des montagnes. Donc, il faut contrôler l'inclinaison de l'avion, faut sortir les trains d'atterrissage, faut sortir les volets pour l'atterrissage. Et si on n'arrive pas à faire tout ça avant, ben, l'avion il va se crasher sur la piste. Donc, jeu coop dans lequel c'est un petit peu pas le même principe, mais ce que tu disais avec Magic Ways. On ne peut pas se parler pendant ce jeu-là. Donc on ne peut pas se dire c'est un jeu avec un système de dés. Chaque dé, on va devoir le placer à un certain endroit, puis la force du dé va faire en sorte que on va incliner l'avion d'un côté ou de l'autre, dépendamment si c'est son partenaire qui a le gros dé ou le petit dé. Les trains d'atterrissage, si on joue des gros dés, pas les trains d'atterrissage, mais les moteurs, si on joue des gros dés, l'avion va arriver beaucoup plus vite vers la piste d'atterrissage, donc on a plus de chances d'arriver avant qu'il soit descendu, puis ça ne marchera pas non plus. Donc il faut réussir à doser ses actions, mais sans se parler. Donc parfois, le fait de jouer un dé à un certain moment, ça va peut-être donner une indication à son partenaire pour dire « Oh, lui a joué un dé à cet endroit-là. Peut-être qu'il lui manque quelque chose à un certain niveau. » Donc on peut utiliser des dés aussi pour avoir des tasses de café. Les tasses de café, ça va nous servir de prendre une petite pause et puis ça va nous permettre de manipuler nos dés. Donc quand on dépense une tasse de café, ça permet de monter notre dé de plus 1 ou moins 1. Si on dépense 2 tasses de café, donc plus 2 ou moins 2, ça va dépendre de ce qu'on veut faire avec notre dé. Il y a des avions qui vont venir se mettre sur notre trajet, donc il va falloir faire appeler par radio avec un dé aussi, si notre dé est 2 cases, parce que c'est un système d'échelle en fait qui va descendre au fur et à mesure des tours. Et quand l'échelle descend, on se rapproche de la piste d'atterrissage et puis les avions sont dans notre chemin. Donc si j'ai un avion dans mon chemin à 2 cases, il va falloir que j'utilise un dé numéro 2 pour dire à la radio, j'arrive, tassez-vous, on va tasser l'avion avec notre dé numéro 2. Donc, un petit jeu coopératif en fait à 2 personnes. La rejouabilité, mine de rien, elle est quand même assez grande. C'était ma question, en fait, parce que les scénarios, probablement que ça doit monter en difficulté. Est-ce que quand on a fait le premier scénario, est-ce qu'on peut le recommencer, puis ça va être comme si Oui. c'était un nouveau scénario ou Je te dirais quasiment parce que à chaque fois, tu brasses tes dés. Donc, quand tu as brassé tes dés, forcément, ce ne sera pas la même chose que la partie précédente. Donc, effectivement, les dés, tu vas pas les placer au même moment d'une partie à l'autre. Et puis, en fonction de la force de tes dés, tu vas devoir faire des choix, en fait, pour ton avion. Puis, plus tu vas avant... Je ne suis pas passé à travers tous les scénarios. Il y en a combien? Je crois une vingtaine. Une vingtaine, si je me quand trompe même. pas. Si je me trompe pas, il y a même un scénario spécial. Le commandant Pichet a son scénario. OK. Donc, je suis pas passé au travers encore. On n'a pas joué énormément non plus, mais ça se sort très facilement et puis on peut enchaîner plusieurs parties sans problème en fait. Donc, moi, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé en fait ici. C'est un jeu qui est quand même assez familial dans le sens où il est donné pour 14 ans et plus, mais des enfants qui ont l'habitude de jouer à des jeux de société en dessous de 14 ans, il n'y aura pas de problème pour jouer avec eux. Donc c'est un jeu de stratégie coopératif et de hasard dans le sens où on joue avec des dés puis on dépend de notre lancer de dés. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. On vous rappelle que comme on commence la chaîne YouTube, on vous invite à poster des commentaires et peut-être vous inviter à
mettre des commentaires sur les sujets que vous voudriez qu'on aborde ou tout ce qui est amélioration pour la chaîne et les futures vidéos à venir. Fait qu'on vous dit à la prochaine, la gang! Salut!